Le discours de l'État de l'Union, c'était cette nuit. Donald Trump qui s'adresse en priorité et un peu comme toujours aux consommateurs américains. On va en parler avec Romuald Sciorra. Bonjour, vous êtes directeur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Bon, c'était un discours assez long, on n'attendait pas d'annonce, c'est pas le but, mais toujours cette vision économique. Il essaye de vendre les Trump Economics, encore une fois, elle est dans une difficulté où finalement le consommateur américain ne comprend pas très bien où sont les bénéfices de son vote Trump, et lui, il en fait la démonstration encore une fois cette nuit. Exactement, vous avez répondu à votre question, si je puis dire. Il vante son bilan, il vante un dynamisme, parce qu'il y a quand même quelque chose, il faut rendre à César ce qui est à César. Donald Trump a donné une leçon à tous les chefs d'État de démocratie occidentale en prouvant que lorsqu'il y avait une volonté politique de faire bouger les choses, on pouvait le faire. Il les a fait bouger, dans le mauvais sens selon moi, mais il les a fait bouger. Donc aujourd'hui, effectivement, l'inflation est toujours là, le pouvoir d'achat ne se porte pas très bien, les Américains ne peuvent pas se payer une assurance santé, 30 millions n'en ont pas, les autres rament chaque mois pour se les payer, les loyers sont de plus en plus chers, bref, la vie est devenue inabordable, et donc il faut bien effectivement rassurer, et tout cela, évidemment, c'est la faute des méchants somaliens, par exemple, qui sont en train de frauder notre pays. Annalisa. Justement, Donald Trump a une échéance en tête, c'est celle des midterms, et pour ça, il faut évidemment lutter contre la fraude, c'est sa priorité. Donc il a beaucoup insisté sur son projet de loi, le Save America Act, qui exigerait une preuve de citoyenneté pour pouvoir voter. Qu'est-ce que ça change ? Bon, alors, comme vous l'avez très bien dit, Trump a en ligne de mire les élections de mi-mandat. Cette administration, car Trump, ce coup-ci, n'est pas un homme seul. Rappelons-nous, il a été élu avec l'aide de l'extrême droite américaine, arrivé pour la première fois de son histoire, l'extrême droite, au pouvoir. Et ces gens-là, ils sont pour rester, ils n'ont aucune envie de le lâcher. Et n'oublions pas aussi que Trump est la seule personne à avoir commis un coup d'État, tenté un coup d'État sérieux dans l'histoire des États-Unis. Bref, donc les élections auront un parfum poutinien, ça on le sait. L'administration fait tout pour essayer de les manipuler. Et ce dont vous parlez en est l'un des actes, enfin l'une des preuves. C'est-à-dire, de quoi il s'agit ? Aux États-Unis, alors on est souvent un petit peu étonné en France quand on parle de cela, c'est-à-dire pourquoi les gens sont-ils étonnés que Trump demande une pièce d'identité pour aller voter ? Ça semble évident en France. Mais nous parlons d'un pays, les États-Unis, où il n'y a pas de carte d'identité nationale. Ça n'existe pas. Seuls 10%, même moins, des Américains ont un passeport. Ce que vous avez comme ID, comme carte d'identité, en gros, aux États-Unis, c'est la plupart du temps votre permis de conduire, sur lequel n'est pas inscrit la nationalité. Parfois, il y a des cartes d'État. Dans quelques États, elle est inscrite, mais dans le reste du pays, à New York, etc., vous n'avez pas la nationalité. Bref, donc vous n'avez aucun moyen de prouver votre nationalité, sauf votre certificat de naissance. Et l'objectif de l'administration est donc que certaines communautés fragilisées, souvent donc issues des minorités qui votent la plupart du temps démocrates, n'arrivent pas le matin du jour du vote à remettre la main sur le certificat de naissance, ou tout simplement est oublié de l'apporter avec eux au bureau de vote. Donc voilà, c'est tout simple, c'est priver une partie des électeurs de leur droit de vote. À quel point il est aujourd'hui fragilisé, cette décision de la Cour suprême de vendredi, qui redit qu'en gros, les droits de douane, c'est des impôts, et que les impôts, c'est pas le boulot du président, c'est le boulot du Congrès. À quel point ça change quelque chose politiquement pour lui ? Écoutez, ça a été une gifle énorme vis-à-vis du peuple américain, vis-à-vis du parti républicain et vis-à-vis de la communauté internationale. Il a été renvoyé comme un mauvais écolier au coin de la classe avec le bonnet d'âne par sa propre Cour suprême. Donc Trump est furieux, c'est une gifle. Est-ce que Trump est fragilisé ? Oui, il est un petit peu fragilisé, mais il faut quand même arrêter un petit peu le déni et de voir ce que l'on souhaite voir. Ça fait plus de 10 ans qu'on annonce la fin de Donald Trump. Rappelez-vous, il ne devait jamais être élu en 2015. Il devait terminer ses jours en prison après le 6 janvier 2021 et il devait ne pas être réélu il y a un peu plus d'1 an. Non. Trump est fragilisé. Oui, il a un taux de popularité de 40%, donc 60% d'Américains désapprouvent sa politique, mais c'est quand même 40% qui le soutiennent. George W. Bush, à la même période, c'était 73% qui s'opposaient à lui. Joe Biden, à un autre moment de son mandat, c'était 60%. Il ne bat pas des records. Et 40%, c'est quand même un chiffre qui ferait rêver Emmanuel Macron ou François Hollande en son temps. Par ailleurs, quand on parle de l'impopularité de Ice, voyons les choses aussi
aussi telles qu'elles sont. Une majorité d'Américains, évidemment, déplorent les actions de ICE, mais une majorité d'Américains soutient toujours la politique anti-immigration de Donald Trump. Sans compter qu'il bénéficie quand même d'une base, la fameuse nation MAGA, surtout la frange la plus fanatisée, celle du 6 janvier 2021 qu'il suivrait jusqu'en enfer, qui donc est derrière lui, et jamais un président dans l'histoire américaine n'a bénéficié d'une telle base. Donc un président fragilisé, oui, mais pas un président à terre. Sur la question des droits de douane, il dit qu'il veut remplacer en fait l'impôt sur le revenu, que ces rentrées d'argent permettront après aux Américains de ne plus avoir d'impôt sur le revenu. Comment va-t-il faire à partir du moment où désormais c'est considéré comme illégal? On a des demandes de remboursement, il y en a une de FedEx là qui est tombée, qui sont colossales avec des demandes de remboursement avec intérêt. Ça, sur le plan économique, ça fragilise sa stratégie quand même. Écoutez, évidemment, de toute façon, c'était quand même un peu le mirage. Hein. Plus d'impôt sur le revenu, c'est une promesse un peu grossière. Mais bon, d'abord les remboursements, c'est pas pour demain. Hein. Rappelez-vous que chaque État, que chaque compagnie doit attaquer sur le territoire américain le gouvernement fédéral. Donc ça va prendre des années. Mais à terme, normalement, l'argent devrait être rendu. Donc écoutez, c'est évidemment un très mauvais coup pour les États-Unis à un moment où l'économie américaine est quand même fragilisée. Elle l'est vraiment. Maintenant, quel est le prochain mouvement de Trump concernant cette politique de taxation? Il est pris dans un piège. C'est-à-dire que puisqu'il a refusé d'aller vers le Congrès l'année dernière, aujourd'hui, il ne peut pas revenir pour sa politique de taxation tous azimuts vers le Congrès à quelques mois des échéances. Le Congrès ne le suivra pas. Donc, il ne pourra pas revenir où il était il y a quelques jours. Maintenant, sa politique à 10%, oui, ça, c'est légal, ça se base sur une loi de 1974, mais il n'a que 155 jours. Et dans 155 jours, pour la renouveler, sans parler que 10%, ça arrange l'Europe, ça arrange la Chine, dans 155 jours, il devra demander l'accord du Congrès. Pas sûr qu'il l'obtienne à nouveau. Donc, bref, je pense que pour cette politique de taxation, nous allons peut-être pour la première fois voir Trump aller gentiment négocier avec ses partenaires commerciaux, car il n'a pas vraiment le choix. Merci beaucoup, Romain Lescure, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.